Alors, bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Martin Vandenborg et bienvenue à cette session sur la Fab City et l'avenir de l'agriculture. Je suis accompagné de Caroline Poirier et d'Audrey Paiement, d'Audrey Demarthe, pardon. Caroline Poirier est diplômée en agronomie, cofondatrice et copropriétaire de la ferme Croque-Saison, située à Lingwick en Estrie. La ferme approvisionne plus de 500 familles estriennes en légumes et en fruits biologiques. Caroline préside également la coopérative pour l'agriculture de proximité écologique, connue sous le nom de la CAPé, une coopérative de production et de productrices et de producteurs agricoles fondée en 2013, qui compte environ 300 membres et offre des services de formation, d'achat groupé, de mise en marché coopérative, de représentation, en plus de coordonner le réseau des fermiers de famille. Nous avons aussi Audrey Demarthe avec nous. Audrey est présentement directrice de la Fab Agro-Outaouais, du centre de recherche, Crédit Tarot, un centre de recherche en agriculture. Il s'occupe des plateformes agricoles en Outaouais. Audrey a également une expérience concrète dans le monde des Fab Labs pour avoir monté et dirigé un Fab Lab mobile en Outaouais. Et donc, je suis très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci de vous rendre disponible un samedi pour cette conversation importante sur l'agriculture. Vous avez vu dans l'intro qui est disponible là, sur le site de FabLab.io la mise en contexte. On voit depuis une vingtaine d'années de développement d'une agriculture urbaine un peu différente. On a une tradition d'agriculture urbaine depuis longtemps dans nos villes, l'agriculture communautaire, les jardins collectifs. Mais on commence à voir une nouvelle mouvance d'agriculture urbaine, particulièrement dans le mouvement Fab City. Certaines aussi très communautaires, sous forme de coopératives en économie sociale, le verdissement des toits, etc. Mais on voit aussi une agriculture plus technologique et aussi plus, je dirais, dans sa forme de propriété, plus privée, et qui cherche à faire une production de masse dans les villes. Et donc, la réflexion aujourd'hui vise à voir comment on peut développer l'agriculture au Québec dans une façon qui va permettre de bâtir sur les acquis et sur la contribution des agriculteurs locaux qui nous nourrissent depuis longtemps. Et donc, on a aussi souligné en entrée de jeu, puis je pense que c'est important de le mentionner, que l'agriculture, partout dans le monde, est beaucoup de fermiers sont en détresse. On mentionne des statistiques sur l'Inde, mais également au Québec, on sait que y a une détresse qui est vécue par les agriculteurs. Donc, ça signale quand même qu'il y a du travail à faire en agriculture. Et donc, on a le souci de voir est-ce qu'on peut se développer l'agriculture urbaine en complémentarité de façon à renforcer ce que les gens fassent, particulièrement la petite agriculture familiale. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Je voudrais commencer avec Caroline. Vous êtes présidente de la CAPé, un des joueurs importants et particulièrement innovants dans le secteur agricole québécois. Est-ce que vous pouvez nous présenter la CAPé, nous parler de sa portée, de ses principales réalisations et projets, sa vision à long terme vis-à-vis du développement de l'agriculture, y compris l'agriculture? Oui, bien, bonjour à tous et toutes. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. L'AKP, Coopérative pour l'agriculture de proximité écologique, a été fondée en 2013 à l'initiative surtout de producteurs et productrices maraîchères biologiques, principalement des gens qui faisaient partie du réseau des familles fermières de famille qui a été fondé il y a 25 ans cette année à l'initiative de l'organisme à but non lucratif Équiterre, qui est bien connu au Québec là, pour son rôle au niveau de militer pour la défense de l'environnement, la réduction des gaz à effet de serre, des pesticides, donc sur tout plein de plans finalement. L'AKP a été fondée pour un peu compléter ce qui était le réseau des familles fermières de famille à l'époque. Puis, je vais vous présenter peut-être juste rapidement 3 petites diapos qui vous présentent un petit peu la coopérative. Voilà. Donc, on voit ici là, à la droite de l'image là,
la liste un petit peu de ce qu'on fait à l'ACAPI. Donc, c'est vraiment une coopérative. Nous, on dit que notre leitmotiv, là, c'est par et pour ses membres. Donc, l'objectif, c'est une coopérative de producteurs et productrices agricoles. Donc 75 des sièges du conseil d'administration et des droits de vote en assemblée générale sont réservés aux gens qui ont un statut officiel de producteur, productrice agricole au Québec. Donc, nous, on dit vraiment que c'est une coopérative qui est par et pour ses membres, dans le sens où on cherche vraiment à identifier les besoins des petites et moyennes entreprises biologiques diversifiées qui sont un peu orphelins et pour lesquels la coopérative a une valeur ajoutée. Puis, c'est aussi beaucoup des projets qui sont portés par les membres. Donc, on travaille beaucoup en comité. Les membres sont invités à s'impliquer à la fois pour initier, mais aussi pour participer au développement, puis à la survie long terme de chacun des projets pour s'assurer qu'on reste toujours collé sur les besoins puis que la pertinence est toujours présente. Donc, on fait des projets en autoconstruction. En achat collectif. Donc, comme on représente des fermes qui ont généralement des assez petits volumes d'achat, on essaie de mettre en commun notre pouvoir d'achat pour soit aller chercher des meilleurs prix ou encore pour aller chercher des produits qui ne sont carrément pas disponibles sur le marché au Québec. Donc, on fait aussi des importations. On fait de la mise en marché coopérative par l'initiative des biolocaux. Donc, les biolocaux vont jusqu'à maintenant là, œuvrer dans deux secteurs principaux. On a identifié des secteurs où les fermes avaient plus de difficultés à se mettre en marché de proximité de façon autonome, donc où il y avait une plus-value à y aller de façon coopérative, soit les grands marchés publics. Donc, on a eu des kiosques dans les marchés Atwater, Jean Talon, puis aussi le marché Maisonneuve à Montréal. Puis les paniers d'hiver, parce que les fermes vont souvent offrir des paniers d'été. Donc là, c'est un peu, là, je pense qu'il y a c'est sur le principe du take qui a été initié d'abord au Japon. Puis en France, on les appelle les AMAP. Donc au Québec, on les appelle les paniers bio. Donc c'est une forme d'agriculture soutenue par la communauté où les gens vont vraiment s'engager envers la ferme pour toute la saison. Mais généralement, pour les fermes au Québec, la saison d'engagement va se dérouler comme quelque part de juin jusqu'à novembre. Donc, il reste comme la moitié de l'année là, et plus là, où les gens n'ont pas accès à ces produits bio locaux-là. Puis les fermes n'ont pas nécessairement les capacités ni de production, ni d'entreposage, ni de gestion leur permettant de faire de la mise en marché sur toute l'année. Donc, la coopérative permet d'aller couvrir cette période de l'année-là qui n'est pas couverte par les fermes individuellement. On fait aussi beaucoup d'activités de réseautage, de formation. C'est ce qui est à la base, en fait, de la coopérative au départ. C'est ce qui nous a mis en commun. L'idée que pour être périn, pour être compétitif aussi, on devait se partager des informations, de l'expertise et favoriser le co-développement des entreprises. Donc au départ, là, c'est beaucoup des gens qui ont étudié ensemble, soit au collégial, soit à l'université, qui voulaient continuer à être en contact en création d'entreprise, puis ensuite, plus tard, là, tout au long de la vie de l'entreprise agricole. Donc, on a deux événements principaux chaque année. Le rendez-vous automnal, qui est un événement de formation en salle, donc fin d'automne, une fois la saison terminée, beaucoup de présentations puis de formations de fermiers, fermières à fermiers, fermières. Mais avec les années, on a commencé aussi à aller chercher des ressources externes, puis aller chercher du financement aussi pour finalement venir compléter l'expertise du groupe par de l'expertise de professionnels du secteur. Puis l'Expo Champ Bio qui va en être à sa 4e édition cette année. Donc, il est vraiment un événement en champ où là, on va vraiment axer sur la démonstration. On voit des équipements fonctionner, on permet aux gens d'essayer des équipements, on fait des profils de sol. Donc, on va vraiment être capable on va vraiment chercher la valeur ajoutée d'être en champ pour vraiment venir compléter l'événement de formation en salle. Puis, le dernier projet majeur là, de l'ACAP, c'est l'accueil du réseau des fermiers et fermières de famille, là, comme je le disais tout à l'heure, qui a été démarré par Équiterre il y a 25 ans. Donc, maintenant, ce projet-là a été transféré à la coopérative depuis 2020. On peut voir ici, donc c'est ce qu'on vous explique. Puis, tu sais, je pense que
on nomme ici nos valeurs. Donc, le réseau, pour nous, c'est ce qui permet aux fermes d'être dans un contexte de solidarité et de coopération, alors qu'elles pourraient être dans un contexte de compétition. Donc, le réseau par l'arrimage qui fait de l'offre et de la demande, parce qu'on essaie de répartir l'offre sur l'ensemble du territoire, mais aussi sur l'ensemble des jours de la semaine, par exemple, quand les fermes livrent dans un même quartier. Donc ça permet de garder en nous cette volonté-là de continuer à coopérer puis de se voir comme des collègues plutôt que des compétiteurs. Mhm. Donc, je vous présente un petit aperçu de ce que c'est aujourd'hui que le réseau. Donc, on a connu, c'est sûr, une forte croissance au niveau de la demande en 2020 avec l'année COVID, les appels à l'achat local, mais aussi toute la mouvance qu'on sent pour plus de durabilité au niveau des pratiques agricoles. Donc, ces deux tendances, là, le local et le durable, qui vient, je pense, propulser le réseau des fermiers-fermières de famille dans les dernières années. Donc c'est comme une. Puis, je pense peut-être, je ne peux pas occulter le dernier volet de nos activités, mais non le moindre, là, qui est le volet de représentation politique. Donc, au Québec, on a un syndicat agricole unique, qui est l'Union des producteurs agricoles du Québec. Puis, c'est difficile pour un même syndicat, je pense, de représenter l'ensemble de la diversité agricole, puis parfois des modèles qui sont presque carrément en opposition là, dans leur façon de faire, dans leur vision, dans leurs valeurs. Donc, il y avait vraiment une place pour que la coopérative représente ses membres auprès des ministères, du politique, mais aussi par exemple, au niveau des priorités de recherche en agriculture, on avait besoin d'avoir quelqu'un autour de la table qui représenterait la petite moyenne agriculture biologique. Puis, avant l'AQAP, il n'y avait pas cet intervenant-là qui existait. Donc, puis dans les prochaines années, nous, ce qu'on veut vraiment aussi développer, c'est vraiment un volet éducatif, de mobilisation, d'information citoyenne, parce qu'on sent que justement, le contexte est favorable, mais que pour que les gens puissent vraiment agir comme au-delà de comme citoyens consommateurs, mais aussi comme citoyens, comme citoyennes votantes, on sent que les gens ont besoin d'être davantage informés, d'avoir accès à plus d'informations sur l'agriculture au Québec. Puis, on cette soif-là. Donc, nous, on sent vraiment qu'on a un rôle à jouer à ce niveau-là également. Voilà. Merci, Caroline. Il y a plusieurs choses que tu as mentionnées sur la l'AQAP, les liens sociaux, le partage d'informations, le fait d'apprendre ensemble, d'échanger. Ça ressemble beaucoup à la culture des Fab Labs. On voyait un maker, là, quelqu'un qui faisait quelque chose dans ta première setup. Vous avez le projet d'autoconstruction. Et je sais que vous faites aussi de l'électronique, des systèmes de contrôle de serre. Peux-tu nous parler un peu de ça aussi? Oui, bien, dans le fond, l'autoconstruction, c'est un double objectif. C'est un peu à la frontière entre les achats collectifs et la formation. Donc, on identifie en groupe des besoins qui sont présents sur plusieurs entreprises, qui sont semblables et qui ne sont pas répondus par les équipements actuellement disponibles, soit parce que les équipements sont trop chers ou ne sont pas adaptés, donc sont parfois beaucoup trop gros, beaucoup trop spécialisé. Donc, on a besoin de quelque chose de plus versatile. Donc, ça va un peu dans tous les sens. Donc, en autoconstruction, on fait des projets de machinerie lourde, là, dans le sens, ce qu'on voyait sur l'image, c'était vraiment de la soudure, oxycoupage. Donc, on a fait toute une série d'équipements pour le travail en planche permanente, en maraîchage diversifié, inspiré beaucoup par ce qui s'est fait à l'Atelier paysan en France. Donc, on loue des locaux à l'École professionnelle de Saint-Hyacinthe, puis on apprend à nos membres à souder. Puis, on fait des machines en série. Donc, à la fin de l'atelier, qui peut durer 2 à 3 à 4 jours, dépendant de la complexité de ce qu'on réalise, les fermes repartent chacune chez elles avec leurs machines qu'elles vont pouvoir utiliser sur leur propre ferme. Puis, mais on fait aussi des choses beaucoup plus simples comme des chariots de récolte pour les plus petites entreprises qui fonctionnent sans tracteur. On fait également des essoreuses à mesclun qu'on fait à partir de machines à laver adaptées, puis qui correspondent aux normes de salubrité du ministère de l'Agriculture. Puis, on fait aussi de l'électronique. On fait des contrôleurs de serre parce qu'il y avait très peu de compétition sur le marché des contrôleurs de serre. Donc, ce qui est offert est très dispendieux, puis pas nécessairement
correspond pas nécessairement non plus parfois à la gestion d'une serre diversifiée. Donc, ça arrive souvent que nos membres ont plusieurs cultures en serre, puis ça peut exiger des besoins de programmation qui sont différents des serres très spécialisées. Donc, on fait ce qu'on appelait, nous, l'automate, qui est basé sur un code open source. Donc, on outille nos membres. En fait, nos membres vont carrément fabriquer, vont travailler les circuits, puis ensuite vont être capables de mettre à jour le code de façon autonome, vont être capables de programmer leur machine, donc, et d'assembler tout ça avec tous les équipements qui vont y être liés une fois qu'ils vont arriver à la ferme. Merci. Je vois qu'on a Steve Joncoux du LIO qui vient du bas du fleuve, qui est aussi une FAB région, donc première FAB région au Québec et une des premières dans le monde. On parle d'agriculture urbaine. On va aller faire un tour à Gatineau avec Audrey Demers. Parce que quand on parle d'agriculture urbaine, on ne parle pas seulement de Montréal, mais on parle aussi de nos villes en région. Audrey, j'aimerais que tu nous parles un peu toi, tu es en Outaouais, c'est un écosystème que je connais bien, assez dynamique, où il y a toutes sortes de projets d'agriculture qui se développent depuis une trentaine d'années. On voit l'Outaouais innover beaucoup. C'est un petit marché quand on regarde le côté québécois, c'est 350 000 personnes à peu près à Gatineau, mais il y a le marché d'Ottawa qui est de l'autre côté. Il faut quand même dire que c'est un marché d'1,1 million. J'aimerais que tu nous parles un peu de ce que tu vois sur le territoire, puis des tendances en termes d'agriculture familiale, collective, paysanne, puis des différentes formes d'agriculture urbaine qui se développent aussi en Outaouais, puis les connexions qui entre tout ça. Merci Martin de me permettre de présenter l'Outaouais avec sa position qui est un peu particulière au Québec, puisque comme tu l'as dit, c'est une position transfrontalière. On a une population d'à peu près 350 000 habitants en Outaouais, mais un réseau de mise en marché qui atteint le million dans la région Ottawa-Gatineau. L'agriculture en Outaouais a longtemps été marquée par la prédominance de la production animale. Mais depuis les dernières années, depuis une quinzaine d'années à peu près, il y a un développement du maraîchage bio qui coïncide également avec la mise en place d'une plateforme agricole à l'Ange Gardien. Donc, une plateforme agricole, c'est un incubateur qui est dédié aux producteurs qui ne font pas partie de la relève, donc qui ne sont pas apparentés à qui n'ont pas des parents qui ont déjà une ferme et qui leur permet d'avoir accès à une terre et à des équipements et infrastructures à moindre coût. On a, au cours des 12 dernières années, 18 installations de maraîchers qui se sont développées dans la région. Sont essentiellement des jeunes et des femmes qui se sont installées, des gens qui ont fait des études, qui ont des diplômes en agronomie ou qui ont fait des études en horticulture, qui viennent s'installer. Une grande part aussi de nouveaux arrivants qui profitent de l'accessibilité des terres encore au niveau financier dans l'Outaouais par rapport au reste du Québec pour venir s'implanter et développer des nouvelles cultures maraîchères. Ils importent les produits de leur pays qui sont adaptés à la région. Donc, on a à peu près 900 fermes en Outaouais. 63, ce sont des producteurs maraîchers. Et si on compte les entreprises qui sont biologiques dans la région, il y en a 42 certifiées. 90% de ces 42, ce sont des producteurs maraîchers. Donc, il y a vraiment un engouement pour le maraîchage dans la région, avec des modèles économiques qui sont variés. On est sur des petites fermes. Il y a un développement de modèles coopératifs. On a deux coopératives dans la région qui sont assez jeunes et assez connues. C'est la coopérative Agricola et nouvellement la coopérative Racine Rurale qui fait partie du réseau des fermiers et fermières de famille. Et sur l'articulation... Et qui est membre de l'AKP aussi, je pense. Oui, qui est membre de l'AKP. On a dans un des territoires de l'Outaouais, qui est la MRC de Papineau, on a plusieurs membres du réseau des fermiers et fermières de famille. Oui.
Et si on parle agriculture rurale, agriculture urbaine, donc le territoire de l'Outaouais, c'est 5 MRC, 4 MRC rurales, une MRC qui est la ville de Gatineau. Et sur les 900 qui a aussi des terres agricoles, hein, une zone agricole. Oui, 40% du territoire de la ville de Gatineau sont des terres agricoles qui sont situées essentiellement en périphérie de la ville. Alors, Gatineau, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un couloir d'à peu près 12 km de large, mais sur 60 km de long, le long de la rivière des Outaouais. Ça représente 3% du territoire de l'Outaouais, mais plus de 70% de la population. Et sur la ville de Gatineau, on a 63 fermes qui étaient référencées en 2019. Mais donc là, ce sont vraiment des fermes qui font de la production agricole. À cet écosystème des fermes s'ajoute le développement d'organismes en agriculture urbaine au sens plus communautaire, donc qui ne sont pas forcément référencés par le MAPAC. Et il y a des projets en développement d'agriculture urbaine, mais plus à visée commerciale. On a le projet des serres urbaines Notre-Dame. C'est une coopérative, une entreprise d'économie sociale qui s'installe dans un secteur en revitalisation de Gatineau, sur la pointe Gatineau, un secteur qui a subi 2 fois les inondations en 2017-2019. C'est vraiment un secteur qui est populaire, qui a besoin d'être dynamisé suite à la fermeture des usines de transformation de pâte à papier. Et ce modèle, ça fait plusieurs années qu'il est en développement, mais il devrait sortir de terre d'ici fin 2021-2022. Et il est financé par des subventions, mais aussi par la communauté, par un appel à l'achat de parts de qualification dans la coopérative. Donc, ce sont les citoyens qui vont être propriétaires en partie de cet ensemble d'aquaponie qui va se développer à Gatineau. Et il est associé autour, pour tout le volet éducatif, à des jardins partagés, des jardins communautaires. Donc, ceux-là sont déjà en terre depuis 2019 et rencontrent un vrai succès au sein de la communauté, qui est quand même un désert alimentaire à Gatineau également. C'est bien. Qu'est-ce qu'il y en est de la place du numérique ou des Fab Labs et tout ça dans l'agriculture urbaine? Est-ce qu'on voit des projets à saveur technologique? Alors, au niveau de Gatineau, il y a 2 Fab Labs. Il y a le Fab Lab Onaki qui est le Fab Lab Nation, qui a vraiment un rôle d'éducation et d'insertion des jeunes dans la communauté via l'outil numérique. Et on a la fabrique mobile de l'Outaouais qui porte le Fab Lab des cégeps et qui se déplace dans les communautés plus pour faire aussi de l'éducation auprès des jeunes. De par mon historique au niveau des Fab Labs dans la région, on est en train de faire un rapprochement avec le Fab Lab de la fabrique mobile pour permettre aux agriculteurs et aux transformateurs bioalimentaires d'avoir accès à des ressources alors complémentaires de celles de l'AKP, puisque là, nous, on va se positionner d'abord avec une porte d'entrée qui est liée à la mise en marché. Tout ce qui est l'utilisation des outils de fabrication numérique pour faciliter la mise en marché, lorsqu'on va parler essentiellement de marché de proximité, donc de marché public. On a actuellement 16 marchés publics en Outaouais, mais pour se faire remarquer sur un marché public, il faut être présent, il faut être visible, il faut donner envie aussi aux clients de venir sur notre kiosque. Donc, il faut un kiosque qui soit attirant, qui soit à l'image de la ferme qu'on veut porter. Donc, on a prévu de faire des activités à l'automne, une fois que la saison sera terminée, pour permettre aux producteurs de fabriquer leurs outils de mise en marché, que ce soit des pancartes, mais aussi des kiosques à photos pour pouvoir mettre en valeur leurs produits eux-mêmes sans avoir besoin de passer par un photographe. Pour mettre leurs produits en valeur sur leur site internet, sur leurs réseaux sociaux. Donc ça, c'est ce qui est prévu. C'est une première approche pour ensuite, sur des cas pratiques, pour les familiariser à l'utilisation des outils de fabrication numérique. Et ensuite,
parce que la fabrique mobile a le volet communautaire accessible à tous, mais elle a aussi un volet ProLab qui est un service d'accompagnement en ingénierie et de prototypage si jamais il y a des besoins pour les entreprises, exactement. Donc, si les producteurs transformateurs ont besoin d'être accompagnés dans le prototypage de nouveaux objets ou nouveaux produits, ou même pour compléter ce qui est fait à l'AKP, s'il y a une pièce qui brise souvent sur une machinerie, les ingénieurs vont être capables d'identifier où se positionnent les forces et comment on peut peut-être améliorer cette pièce en la redesignant pour garder l'infrastructure existante, mais la faire évoluer afin de diminuer les bris. Wow, c'est super intéressant. Avec tout ce que tu nous as parlé, on t'a référé à la complémentarité pour chercher dans le développement de tout ça à Gatineau. Je voudrais passer le micro à Caroline pour que tu nous parles un peu, parce que c'est la thématique de l'atelier, c'est de vraiment voir comment on peut développer l'agriculture au Québec en bâtissant sur l'apport déjà de l'agriculture familiale. J'aimerais, Caroline, que tu nous parles de ta vision de la place de l'agriculture urbaine dans la transition écologique au Québec, parce que c'est un des objectifs de la formation de la CAP, de sa fondation, hein. Transformer l'agriculture. On a besoin d'une agriculture écologique partout sur la planète. On le sait avec le changement climatique, la crise de biodiversité qu'on vit. Et l'agriculture urbaine contribue beaucoup aussi au verdissement des villes, la lutte contre les îlots de chaleur, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on veut, mais comment est-ce qu'on peut assurer cette complémentarité rurale-urbaine? Et nous, on voit l'agriculture urbaine comme un outil d'éducation extraordinaire. Donc, on sait dans nos réseaux que les gens qui font des jardins à la maison sont parmi nos plus grands admirateurs, admiratrices. Donc, je pense qu'une fois qu'on a mis les mains dans la terre, qu'on a mis de l'énergie pour faire pousser ses propres cultures, on réalise à quel point le travail agricole est exigeant et important. Puis, donc, nous, on est vraiment enthousiastes de voir à quel point les gens sont motivés par l'idée de jardiner. Donc, non seulement parce qu'on pense que ça valorise notre profession, que les gens s'essaient à l'agriculture à petite échelle, mais aussi parce qu'on le voit comme une façon de valoriser aussi les produits, les aliments comme tels. Donc, on nous parle beaucoup ces dernières années des impératifs d'augmentation de la production agricole en lien avec l'augmentation de la population mondiale. Donc, puis on utilise même ça comme argument pour dévaloriser l'agriculture biologique en disant que l'agriculture biologique n'a pas les rendements pour nourrir le monde. Donc, en réalité, le réel problème, à mon avis, c'est le gaspillage alimentaire. Donc, quand on sait que parfois jusqu'à 50% de ce qui est produit sur la planète ne sera jamais consommé, puis qu'il y a du gaspillage à toutes les étapes, je pense qu'on a vraiment avantage à raccourcir les circuits de distribution, mais aussi à valoriser les aliments comme tels. Puis, je pense que quand les gens ont cultivé et récolté eux-mêmes, ils réalisent la valeur de ces aliments-là, tout le travail derrière. Puis je pense que ça a l'effet de valoriser non seulement ce qui ressort, qui sort directement de leur jardin, mais également ce qu'ils achètent au marché public. Puis on le sait, les gens qui achètent au marché public, les gens qui prennent des paniers biologiques, qui ont une relation directe avec les gens qui ont produit ces aliments-là, ont une relation tout autre avec l'aliment comme tel. Donc, je pense que le circuit de proximité et l'agriculture urbaine ont vraiment un rôle à jouer au niveau du gaspillage alimentaire également. En plus de, comme tu le disais, avoir tout plein d'impacts positifs sur la vie dans les villes comme telles, sur l'accès aux aliments frais pour les gens qui vivent, par exemple, dans des déserts alimentaires, sur la réduction des coûts de l'alimentation, puis le fait d'avoir accès économiquement aussi à des aliments frais pour des gens moins bien nantis, en plus de représenter un loisir actif. Et on voit aussi de plus en plus en ville aussi des petites entreprises qui font le lien entre les agriculteurs, les restaurants. Donc, ça aussi, ça participe, je pense, à ces connexions-là. Notamment la réduction du gaspillage, parce que si on peut avoir une mise en marché plus efficace, donc forcément on réduit le gaspillage. Audrey, du côté de l'Outaouais,
vous avez encore des marchés de solidarité, je sais, qui Oui, fonctionnent. tout à fait. C'est rare un peu au Québec parce que beaucoup de ces marchés-là n'ont pas survécu. En Outaouais, ça fonctionne toujours, malgré le fait que, bon, tous les chiffres que tu nous as donnés, c'est quand même impressionnant. Tu ne nous as pas parlé de la serre de mixité non plus, parce qu'il y a plein de projets d'agriculture urbaine en économie sociale, mais qu'est-ce que vous voyez de l'autre côté de... Ben, nous, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, comme dit Caroline, les gens qui jardinent, qui portent des valeurs de saine alimentation, n'ont pas à être convaincus de l'importance, ils font partie des fervents. Et tu parlais du marché de solidarité, effectivement, le marché de l'Outaouais, qui est une coopérative de solidarité qui rapproche à peu près 80 producteurs de la région auprès de 3000 membres. Par le biais d'une plateforme de vente en ligne, existe depuis 2008. Donc, il a fait partie des premiers, mais il est encore existant. Basé sur un modèle estrien à l'époque, je pense. Oui, ouais. Sur le modèle du marché de solidarité de l'Estrie. Mm-hmm. Et il est toujours existant. Il est complémentaire, en fait, à la mise en marché de proximité qui est faite directement par les fermiers, soit par les paniers, soit par les marchés publics ou les kiosques à la ferme, parce qu'il est en fonction toute l'année. Mm-hmm. C'est ça la différence. Ouais. Ouais. Et l'inventaire est mis, on met l'inventaire qu'on a en ligne, donc ça permet aussi des fois d'écouler des surplus, je pense, pour certains. Ça, et puis ça encourage aussi les producteurs à développer des légumes de conservation. On a réussi l'année dernière avec, c'était une première, on ne l'avait jamais fait avant, mais l'année dernière, on a réussi à avoir des carottes de conservation qu'on a pu stocker au niveau du marché parce qu'on avait la chambre froide qui permettait de le stocker. Donc, on a pu augmenter la part d'aliments locaux pendant l'hiver dans les paniers des consommateurs du marché de l'Outaouais. OK. Tu touches le point de la conservation, les légumes d'hiver, tout ça. Bon, évidemment, on est au Québec. On pratique l'agriculture moins de la moitié de l'année au champ. Donc, cette question-là de la conservation, puis d'avoir en ville des infrastructures qui permettent de conserver les légumes et de les mettre en marché est super important. Puis, c'est des infrastructures coûteuses, donc c'est pas nécessairement toutes les fermes. Selon l'échelle, on ne peut pas toujours avoir accès à ces infrastructures-là. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Je sais qu'à Montréal, on a le projet Salim, entre autres, qui cherche à travailler ces questions-là des food hubs. Donc, je voudrais aller à Caroline sur cette question-là. Il y a des projets dans ce sens-là, puis vous avez des entrepôts à Montréal. Oui, en fait, nous, c'est ce qu'on identifie comme un des freins assez importants à la disponibilité, à la mise en disponibilité de produits bio-locaux sur une plus longue période sur l'année, c'est l'entreposage. Donc, beaucoup de fermes ont une mise en marché qui est concentrée sur l'été. Donc, on a une dynamique au niveau de l'entreposage où le produit entre en chambre froide, sort très rapidement. Un autre produit entre en chambre froide. Donc, ça nous prend des espaces d'entreposage restreints dans cette dynamique de mise en marché-là. Donc, les fermes ne sont pas équipées chacune de leur côté pour entreposer des centaines, des milliers de kilos de produits pour écouler pendant la saison hivernale. Donc, nous, à l'AKP, avec le projet des biolocaux, en fait, on a un espace d'entreposage, mais qui n'est pas suffisamment grand pour nous permettre d'entreposer sur le long terme les produits des membres. Donc, on a quand même une dynamique où les fermes doivent entreposer à la ferme, puis vont livrer à l'entrepôt à chaque 2 semaines. Mais c'est dans nos projets. C'est ce qu'on aimerait développer dans les prochaines années. Donc, on a soumis un projet dans ce sens-là au ministère de l'Agriculture ici au Québec. On va être en accompagnement avec eux pour voir à quel point à quel point ce sera réalisable pour les prochaines années. Mais c'est quand même choquant au Québec de voir qu'à partir du mois de février, les carottes disponibles dans les grandes surfaces nous viennent des États-Unis. Puis sur les marchés locaux, des fois, c'est encore plus tôt que ça où on n'a plus de produits locaux disponibles dans les marchés de proximité. Donc, je pense que ce n'est pas souhaitable que chacune des entreprises développe des infrastructures d'entreposage
chacune de son côté pour plusieurs raisons, là, parce qu'il y a des économies d'échelle à y avoir, parce que pour entreposer une grande diversité de produits, ça prend plusieurs chambres avec des conditions optimales différentes. Puis si on a des conditions optimales, on réduit les pertes. Donc, on a vraiment avantage à se faire des entrepôts performants au niveau de l'entreposage. Donc, nous, c'est ce qu'on essaie de développer pour les prochaines années. Puis je pense qu'il faut que ça vienne aussi avec un service au niveau de la mise en marché, parce que la réalité des fermes, c'est que, comme tu le mentionnais, Martin, au Québec, on fait de l'agriculture en champ moins de 6 mois par année. C'est une période qui est extrêmement intense pour les producteurs et les productrices agricoles. Donc, beaucoup ferment les champs fin octobre, mi-novembre, en état d'épuisement presque. Donc, l'énergie de continuer à faire de la mise en marché pour les 5 prochains mois, parallèlement au fait qu'on doit faire les bilans, préparer la prochaine saison, faire les embauches. Donc, ça peut devenir très lourd. Donc, à la coopérative, là, c'est ce qu'on entrevoit que pour vraiment rendre disponible l'achat bio local à l'année, il va falloir avoir des projets collectifs, coopératifs qui permettent que ce soit gagnant-gagnant, puis que les fermes puissent se concentrer sur la production, puis avoir un peu de répit aussi en hiver, mais que les consommateurs, consommatrices aient accès sur une plus longue période. Merci. Tu viens de toucher à la question de la charge de travail des agriculteurs et des agricultrices, le stress que ça apporte. Bon, vous savez, moi, j'ai une expérience plus en commerce équitable. J'ai travaillé beaucoup dans le sud avec les producteurs de cacao, de sucre, etc. Et on voit la même chose. C'est pour ça que c'est un des objectifs du commerce équitable, c'est justement d'enlever cette pression-là, puis s'assurer que les gens puissent bien gagner leur vie. Au Québec, on vit encore une situation critique par rapport à ça. On dirait qu'on ne valorise pas assez l'agriculture. On a des taux de détresse et voire de suicide chez les agricultrices et les agriculteurs qui dépassent la moyenne nationale. Et là, on touche la question des politiques publiques aussi, dans le fond, donc une question qui touche le prix que le consommateur est prêt à payer, mais plus largement, ça vient toucher la question des politiques agricoles. Donc, librement, je ne sais pas qui voudrait prendre cette question-là pour une réflexion. Caroline? J'ai beaucoup à dire sur les politiques agricoles, Ben, mais fait, Audrey, je t'invite à débuter si tu... Non, je vais te laisser prendre, tu maîtrises mieux le sujet que moi sur les politiques agricoles, Caroline. Ça serait quoi les grandes priorités, Caroline, qu'on devrait se donner au Québec pour adresser ces questions-là? Je dirais qu'au Québec, on a l'agriculture, c'est particulier comme secteur économique, qui est très différent de beaucoup d'autres secteurs économiques, à la fois parce qu'on occupe un territoire, donc on façonne le territoire, on a un impact aussi sur l'environnement de façon très large, donc la qualité des sols, de l'air, de l'eau, ce qui va être passé de tout ça pour les générations futures. Puis en même temps, on est un nombre extrêmement restreint de personnes à assumer ces responsabilités-là. Donc, oui, donc c'est sûr que l'agriculture au Québec, elle est beaucoup façonnée par les politiques publiques. Je pense que c'est probablement vrai un peu partout dans le monde. En tout cas, dans les pays où il y a vraiment des budgets dédiés à l'agriculture, puis même quand il n'y en a pas, ça façonne quand même comment ça évolue exactement. Oui, voilà. Donc, depuis les années 90, au Québec, on a beaucoup misé sur ce qu'on appelle ici l'approche filière. Donc, l'approche filière, c'est une façon d'asseoir autour d'une même table de concertation tous les maillons d'un secteur de production, donc d'un secteur spécialisé. Donc, puis quand on parle de maillons, là, on parle de la production, la transformation, le grossiste, là, la distribution, puis le commerce de détail. Mais on ne se rend pas dans cette concertation-là au secteur de la consommation comme tel. Donc, les consommateurs, consommatrices ne sont pas représentés dans ces tables de concertation-là qu'on appelle les filières. Puis nous, on a réalisé dans les dernières années que l'approche filière, à notre avis, c'est quelque chose qui marginalise l'agriculture biologique de proximité, à la fois parce qu'en agriculture biologique, on est souvent diversifié. Donc, on ne trouve pas notre place à aucune table filière où il faudrait s'asseoir à plusieurs tables filières pour vraiment parler de l'ensemble de nos enjeux. Et parce que l'agriculture de proximité, par définition, c'est l'antithèse de la filière. Donc, ce qu'on souhaite, c'est réduire le nombre d'intervenants, d'intervenantes et mettre en relation le plus direct possible le secteur de la production avec les consommateurs, consommatrices.
Donc, nous, on considère qu'il y a comme une refonte à faire à la fois pour mieux permettre le développement d'agriculture biologique diversifiée de proximité, parce que ces filières-là vont venir orienter les programmes de financement en agriculture au Québec. Donc, à la fois pour mieux intégrer les besoins de cette nouvelle agriculture-là qu'on considère comme étant souhaitable d'un point de vue sociétal, je crois bien, mais aussi pour mieux intégrer les attentes des consommateurs, consommatrices dans le développement de notre agriculture. Il existe deux programmes, deux façons principales de soutenir le revenu en agriculture au Québec qui prennent deux formes complètement différentes. L'une étant la gestion de l'offre. Donc, la gestion de l'offre, ça veut dire qu'on va émettre un certain nombre de permis de produire, qu'on appelle des quotas de production, pour venir arrimer l'offre avec la demande qui est connue et ça s'accompagne de barrières tarifaires. Donc, c'est le cas là, dans le lait, la volaille, donc les œufs, poulets, dindons. Donc, c'est un nombre restreint de productions. Puis, c'est des productions finalement pour lesquelles les ventes sont garanties à un prix fixé. Puis, ce prix-là vient intégrer ce qui devrait être en tout cas une juste rémunération des exploitants, exploitantes, mais aussi des travailleurs, travailleuses agricoles. Il existe aussi l'assurance stabilisation des revenus agricoles qui vient couvrir un certain nombre de secteurs et puis qui vient combler la différence par une subvention publique, qui vient combler la différence entre le coût de production et le prix sur le marché offert pour ces différentes denrées-là. Puis, le plus grand bénéficiaire de l'assurance stabilisation des revenus agricoles au Québec, c'est la production porcine. Donc, on subventionne finalement une production porcine qui est complètement démesurée par rapport à notre besoin intérieur et la majorité de ces produits-là du porc vont être exportés sur les marchés internationaux. Donc, on voit qu'il y a un peu un deux poids, deux mesures entre les productions qui sont couvertes soit par la gestion de l'offre, soit par l'ASTRA et les productions qui ne le sont pas et qui sont quand même en compétition avec des produits d'importation produits dans toutes sortes de systèmes agricoles avec des normes sociales et environnementales complètement différentes des nôtres. Donc, en maraîchage, on se retrouve dans cette situation-là. Puis, je pense qu'en politique publique, on a la responsabilité de voir comment on peut offrir un soutien équitable à l'ensemble des productions au Québec aujourd'hui, en 2021, de façon à ce qu'on puisse vivre dignement de l'agriculture, professionnaliser ce secteur-là et faire de l'agriculture une profession où on travaille, on innove, on a la capacité financière aussi de prendre des risques parce que je pense que dans le contexte de transition écologique, c'est nécessaire de prendre des risques en agriculture pour se tourner vers un modèle plus durable. OK. Merci, Caro. On a une question de Steve Jontou, Saint-Laurent, que j'ai le goût de vous poser tout de suite parce que je trouve que ça fait un excellent lien avec ce que tu viens de dire, Caroline. Parce que dans ma question, je voulais parler aussi, parce qu'un des objectifs des FAB-CP, des FAB-Régions, c'est de tendre vers l'autosuffisance. On parle de tendre vers l'autosuffisance parce qu'on s'entend qu'on cherche aussi, on ne visera pas 100% d'autosuffisance jamais. La question de Steve, c'est quelle contribution des FAB-CP et des FAB-Régions par rapport aux différents enjeux bioalimentaires? Audrey, veux-tu... Oui, en fait, moi, je dirais que quand on parle de FAB-CP et FAB-Région, on parle sur un territoire. On parle aussi d'une agriculture durable. Et donc, on met vraiment en valeur ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est donc d'une agriculture qui soit de proximité et innovante. Et qui répondent aux besoins de la population et d'une adéquation aussi entre la production et la consommation. Et je rajouterais même un échelon intermédiaire qui est la transformation. Comment on travaille en termes de transformation avec les produits qu'on a déjà sur place, mais quels produits on pourrait identifier qu'on n'a pas. Je parle pour l'Outaouais, on a des entreprises de transformation qui vont utiliser des produits locaux essentiellement, mais d'autres, pour diminuer le sucre dans les aliments, vont utiliser de la stevia. Pour le moment, la stevia,
on ne la cultive pas au Québec. Mhm. Mhm. Donc, dans le volet innovation, on sait que la stevia, sous certaines conditions, peut être cultivée. C'est là peut-être où il faut expérimenter des nouvelles façons de produire pour venir compléter notre capacité en autosuffisance. OK. Et ça demande de savoir ce qu'on a sur notre territoire, d'être capable de mesurer ce qu'on consomme, ce qu'on produit. Je sais que le Bas-Saint-Laurent, la Fab région du Bas-Saint-Laurent travaille avec la grande région, la Fab région du Grand Paris, qui ont développé des outils de mesure. Donc, à Paris, ils sont en train de faire ce travail-là qui va être très complexe à l'échelle d'une ville comme Paris. Donc, en termes d'autonomie alimentaire du Québec, nos différentes régions, c'est variable d'une région à l'autre, c'est certain, mais pour avoir déjà travaillé, par exemple, sur un projet de ketchup dans le bas du fleuve, on s'était vite rendu compte qu'on ne pouvait pas s'approvisionner en tomates dans le bas du fleuve et qu'il y avait personne qui avait des infrastructures pour nous fournir le type de tomates qu'on voulait. Donc, ça pose cette question-là. Où est-ce qu'on en est en termes d'autonomie et quel genre d'informations ou de recherche ou de contribution on devrait avoir pour pouvoir faire ce travail-là de fabrication, de fabrication? Parce que tu disais, Caroline, par exemple, qu'on a des productions particulières où on produit pour l'exportation, alors qu'on manque de d'autres produits à d'autres moments de l'année. Donc, il semble y avoir besoin non seulement d'une refonte des politiques, mais comme d'un rééquilibrage de la production. Oui, puis je pense qu'on a besoin de savoir exact. Je pense que c'est extrêmement pertinent de documenter non seulement la production actuelle, mais également les potentiels de production. Donc, nous, on est aussi très intéressés à savoir, par exemple, quelles régions ont des avantages comparatifs dans telle ou telle production par rapport à d'autres régions. Parce qu'il y a certains exemples où, dans une analyse de cycle de vie, on peut avoir avantage à transporter des produits d'une région vers une autre plutôt qu'à mettre en place des infrastructures hyper énergivores qui vont permettre de produire localement. Je pense aussi qu'il faut un petit peu décloisonner notre perception de ce que c'est que l'autonomie alimentaire, puis travailler en collaboration des différentes régions entre elles pour prendre avantage des forces de chacune des régions, tant au niveau du terroir, du climat, mais aussi potentiellement des infrastructures déjà existantes. Donc, je pense qu'au niveau du niveau d'information nécessaire, là, on a encore beaucoup de travail à faire. Puis nous, c'est vraiment des données qu'on aimerait aller chercher, tant pour s'assurer que nos membres se lancent dans des initiatives qui sont rentables, mais pour s'assurer aussi que, par exemple, dans nos initiatives de mise en marché coopérative, on offre des prix équitables. C'est difficile de savoir si on offre des prix équitables quand on n'a pas des données vraiment précises sur les coûts de production. Donc, on pense qu'on a également beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Okay. Vous autres, Audrey, en Outaouais, vous êtes en train de mettre en place une plateforme agroforestière. Caroline parlait de la complémentarité, des forces, je dirais des avantages coopératifs, pas compétitifs, mais coopératifs de chaque région. Ça dépend des sols qu'on a, ça dépend de nos écosystèmes. Donc, et c'est quelque chose qui se développe aussi dans l'agriculture urbaine. Donc, cette notion de, je me souviens à Séoul, de voir la ville de Séoul qui récolte les fruits des arbres, des citoyens, etc. Donc ça, c'est un peu nouveau aussi, l'agroforesterie au Québec. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce projet-là, peut-être des potentiels de transfert qu'il y a vers d'autres régions? Je parlais tout à l'heure qu'on avait une plateforme en maraîchage bio qui existait depuis 2012. Cette plateforme, je ne vais pas dire qu'elle a atteint ses limites, mais enfin, on est limité dans la superficie d'accueil au niveau des aspirants agriculteurs. Et on a une demande sur le territoire de se dire, est-ce qu'on pourrait développer d'autres plateformes? Et pour optimiser les plateformes qu'on a développées, en fait, on a fait une étude sur les filières porteuses, mais vraiment les filières de production ici. Et sur le territoire de l'Outaouais, on a identifié 3 filières qui étaient porteuses en fonction des conditions géologiques et climatiques. Donc, sur la MRC de Papineau, on est en train de développer une plateforme en agroforesterie qui va être située sur les territoires des Montagnes Noires, où on va développer la production de champignons de spécialité, mais aussi d'arbres à noix,
pour venir compléter une production qui n'est pas existante en Outaouais et pour lesquelles on a les conditions qui sont adaptées. Dans la vallée de la Gatineau, on développe une plateforme liée aux petits fruits. Donc, petits fruits, oui, les framboises, les fraises, les bleuets, mais aussi les camerises, mais aussi l'argousier. Donc, des fruits qui sont des fruits du terroir, mais pour lesquels on n'a pas encore de production développée. Et dans la dernière MRC rurale, donc ce sera une plateforme en production animale. On n'a pas encore identifié, par contre, les espèces qui vont être élevées sur cette plateforme-là, mais on veut venir élargir le champ des possibles au niveau des productions, avec des productions qui soient vraiment adaptées au terroir, aux besoins, et qui ont un potentiel aussi de mise en marché. OK, super intéressant. Caroline, de votre côté, c'est quoi les régions qui se développent? Vous voyez pour l'ACAP le plus de développement actuellement? Je pense que les potentiels sont grands partout. Puis nous, on a de la difficulté à prioriser, à favoriser une région plus qu'une autre. Ouais. C'est certain qu'on a eu beaucoup les grands bassins de consommation. Donc, la métropole, elle engendre le développement de beaucoup de fermes d'agriculture biologique de proximité. Donc, il y a beaucoup de nos membres qui sont quand même centrés autour Montérégie Est, Ouest, Estrie, Centre du Québec. Mais après, on voit beaucoup de développement puis de nouvelles entreprises dans des régions plus périphériques. À la fois, beaucoup parce que l'accès à la terre, économiquement, là, est favorable. Donc, Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, même Abitibi-Témiscamingue. Donc, nous, on a aussi, puis je pense qu'on a aussi à cœur dans nos valeurs de voir comment on peut participer à développer l'accès aux produits frais en milieux ruraux. Donc, c'est complètement différent ce qu'on peut faire pour distribuer dans les métropoles que le type d'action de mise en marché qu'on devra faire pour permettre l'accès dans les milieux ruraux. Mais je vous dirais que c'est beaucoup les régions qu'on voit qui bougent, là, puis évidemment l'Outaouais qui est hyper active aussi. Le réseau des fermiers de famille que tu mentionnais tantôt, c'est un réseau important. Principalement, si je ne me trompe pas, principalement concentré à Montréal actuellement. Ou est-ce que dans les villes ou de régions, on voit une participation? En fait, c'est historiquement, comme le réseau a été fondé par Équiterre, qui est un organisme montréalais, qui avait beaucoup plus de rayonnement dans la région montréalaise que n'importe où ailleurs au Québec. Les fermes qui font des paniers bio dans d'autres régions puis qui ne desservent pas forcément le marché métropolitain n'ont pas aussi naturellement joint le réseau que les fermes qui desservent le marché métropolitain. Donc, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on priorise dans les prochaines années. C'est ressorti très fort quand même dans notre planification stratégique qui vient d'être révisée, la régionalisation de nos services. Donc, ça va être vraiment un défi, je pense, hyper stimulant dans les prochaines années de voir une fois qu'on a bâti un certain portefeuille de services, si on veut, mais qu'on les a surtout déployés dans les régions centres, comment est-ce qu'on peut transférer ces expériences-là, puis les mettre dans les mains des différentes régions pour qu'elles puissent se l'approprier puis s'offrir des services à leur mesure et de proximité. Donc c'est vraiment dans... On a commencé, on fait des visites de ferme plus excentrées, on essaie d'aller plus loin aussi avec les événements, mais c'est quelque chose qui va se déployer davantage dans les prochaines années, la régionalisation. OK. Puis quand on parle de régionalisation, il y a un enjeu de masse critique, c'est-à-dire que l'ACAP a un nombre important de membres, mais plus il y a une dynamique forte à l'intérieur d'une région, plus ça permet aussi l'innovation sur le plan régional. J'imagine, Audrey, tu nous parlais de l'Outaouais, qui est dynamique, mais il y a eu une masse critique dans certaines MRC, je pense, qui ont fait en sorte qu'après ça, il y a eu des mutualisations sous le parapluie de l'ACAP, selon les conditions régionales, selon le tissu social, selon les conditions de marché. Les agriculteurs organisent des modèles qui permettent d'optimiser encore plus les services que l'ACAP leur donne. Oui, puis en même temps, ça prend une masse critique, mais on peut aussi adapter
Donc tu sais, quand on fait un atelier d'autoconstruction puis qu'on loue les locaux de l'École professionnelle de Saint-Hyacinthe, ça coûte cher. Donc si on a un plus petit groupe en région qui est capable de se mettre en commun puis de fabriquer en commun dans un plus petit atelier, ça peut être tout aussi rentable à la fois du point de vue de l'activité comme telle, mais aussi au niveau du transfert de connaissances, puis de la construction de communautés par cette activité-là. Donc, je pense qu'il faut aussi voir comment on peut adapter nos façons de faire de façon à ce que ce soit reproductible dans des contextes où il y a moins de fermes, moins de membres. OK. On arrive, le temps passe vite. La conversation est super intéressante. Il nous reste à peu près 6 minutes. Je vous laisserai chacune quelques minutes pour un mot de la fin, pour nous parler de ce que vous pensez quel sera votre souhait dans le contexte de la FABCP, de la FAB de région pour l'agriculture au Québec dans les 10 prochaines années en termes de réalisation. Qu'est-ce qu'on pourrait accomplir de plus beau ensemble? Ben moi, je vais y aller comme ça. Audrey, elle pourra terminer avec toute sa connaissance des Fab Labs, des Fab Régions, puis de leur potentiel qui est bien plus grande que la mienne. Donc, moi, ce que je dirais, c'est que le risque que je vois dans l'analyse que beaucoup de gens font de l'agriculture actuellement, c'est qu'on constate les problèmes de main-d'œuvre en agriculture, puis on va beaucoup orienter la réflexion puis la solution vers la robotisation, vers la mécanisation. Puis moi, je me dis, ben, pourquoi ne prendre que cet angle-là, alors qu'on pourrait se dire, ben, valorisons la profession, soutenons le revenu, donc assurons-nous que les gens ont envie d'aller en agriculture puis que ce soit viable, durable, rentable à tout point de vue de devenir agriculteur, agricultrice. Donc moi, ce que je vois, c'est comment est-ce que les Fab Labs, les Fab Régions peuvent mettre en relation des différents talents de gens qui ne sont pas agriculteurs, agricultrices, mais qui ont envie de contribuer au développement de cet écosystème agricole-là nouveau par leurs compétences, par leurs talents. Puis, je pense qu'on a vraiment besoin de ça parce que pour devenir agriculteur, agricultrice, il faut savoir faire 100 métiers. Puis parfois, les gens qui ne réussissent pas à apprendre 100 métiers ne réussissent pas dans cette profession-là. Donc, si on avait une communauté autour de nous, ça permettrait de démocratiser l'accès à cette profession-là, je crois. Puis je pense que ça devient encore de plus en plus complexe avec le numérique, donc avec l'automatisation. Puis tu sais, je ne rejette pas du revers de la main l'automatisation, la robotisation ou la mécanisation, mais je pense qu'il faut les penser comme des outils qui servent l'humain derrière, plutôt que comme des outils qui cherchent à remplacer l'humain derrière. Puis je pense que ça peut permettre d'atteindre une forme d'agriculture qui moi, je la définis comme une agriculture conviviale, donc qui permet aux gens de se réaliser. Puis je pense que la pandémie a mis en lumière à quel point notre profession fait du sens. Donc, je pense qu'on ne veut pas évacuer ça de nos sociétés. Puis, il faut travailler tout le monde ensemble de façon à permettre le maintien d'un mode de vie rural, mais puis d'une production rurale qui nourrit ces communautés tant rurales que métropolitaines. Sur ces mots super inspirants, merci Caroline. Je vais demander à Audrey de renchérir. Audrey, tantôt, tu nous mentionnais quelques exemples aussi. J'ai le goût de dire à Caroline que oui, vous êtes entourée, puis que dans la vision de la FABCP et de la FAB de région, cet entourage-là, pour pas que les fermiers, nos fermiers aient à voir les 1000 métiers, comme tu disais. Je te laisse la parole, Audrey. C'est exactement ça, en fait. Moi, ce que j'espère pour l'avenir, c'est que tu disais, Caroline, qu'un agriculteur fait 100 métiers. Moi, j'ai envie que l'agriculteur puisse se recentrer sur son cœur de métier, c'est-à-dire de produire pour nourrir. Et on doit être autour pour le soutenir dans
dans son activité et lui faciliter son quotidien. En tout cas, c'est ce que nous, on essaye de faire en Outaouais quand on parle de la mise en marché. Ben, on veut leur... C'est pas un agriculteur de faire 3 heures de route pour venir, 3 heures aller, 3 heures retour pour venir distribuer ses produits. On doit lui faciliter ça. Il doit pouvoir cultiver et nous, on doit pouvoir faire il doit y avoir des structures qui soutiennent la mise en marché de nos producteurs localement, qui doivent leur permettre de développer à l'échelle où ils sont. Ce sont des petits producteurs. On veut qu'il y ait de plus en plus d'aliments locaux dans les institutions, dans les assiettes. Mais on doit faciliter cette démarche entre les producteurs et les institutions. Une institution, elle va vouloir une certaine quantité de fruits ou de légumes qu'un producteur seul ne va pas pouvoir forcément remplir. Et bien, il faut faciliter le regroupement des producteurs ensemble pour qu'ils puissent fournir les institutions. Mais ça veut dire que les institutions, elles doivent aussi modifier leur politique d'achat. Qu'elles doivent aussi accepter que la tomate ne réponde pas à leurs critères à tous les niveaux. Donc, on en vient aussi à l'éducation. Et c'est une discussion qu'on pourrait poursuivre bien longtemps. Malheureusement, on arrive à l'heure de la fin. Je voudrais vous remercier pour votre générosité d'avoir participé à cette rencontre et pour toute l'information et les idées que vous nous avez partagées. Je voudrais remercier aussi tous les gens qui participent actuellement et qui vont visionner cette vidéo-là plus tard. Merci. Bonne journée. Merci pour l'invitation.